Alexandre, voilà, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Alexandre Pachulski, un des fondateurs de Talentsoft, mais surtout l'auteur d'un livre récent, publié récemment, je pense, Alexandre, qui s'appelle Unique, parenthèse S. Je te laisse expliquer. Merci beaucoup. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, désolé par avance pour Adilson Borges et Chantal Le Cap sur le quart d'heure de retard que je vais prendre, du coup. Comment être plutôt que comment faire? Question un peu énigmatique à laquelle je vais essayer de répondre sur ces 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train d'observer comme phénomène autour du learning, comme vient de le souligner Muriel Pénicaud? Bon, tout d'abord, je ne vais pas évidemment faire un speech sur la 4e révolution industrielle. Vous savez de quoi il s'agit. Ça a tout changé dans nos vies personnelles et professionnelles, cette combinaison de technologies exponentielles autour de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la réalité virtuelle, de la blockchain. Cette combinaison unique de technologies a effectivement bouleversé nos vies personnelles, mais aussi nos vies professionnelles. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Muriel Pénicaud, oui, ça transforme profondément tous nos métiers. Alors, en haut à gauche, il y a une image un peu caricaturale, quelque part, de la série Real Humans, pour ceux qui connaissent. Est-ce que des gens connaissent Real Humans dans la salle? Vous l'avez vu? Voilà, c'est U-Bots qui ont envahi les entrepôts, ce qui est le cas à peu près aujourd'hui dans les entrepôts d'Alibaba ou d'Amazon. Effectivement, aujourd'hui, il y a une massification des robots qui ont remplacé des humains. Et ce que montre la série, c'est qu'en réalité, aujourd'hui encore, on a besoin d'humains pour travailler avec ces robots. Et donc, on voit quelqu'un qui est complètement démuni face à cette situation. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plus proche de la personne en bas à gauche, avec ce casque de réalité virtuelle, qui voit son métier transformé. Il n'est pas remplacé, mais le digital a transformé sa pratique et il doit s'adapter à une situation et des pratiques complètement inédites. Et ça, c'est ce à quoi on fait face. Et on nous a dit, dans ces conférences et dans bien d'autres, que finalement, les gens qui allaient être touchés, je ne sais pas pourquoi on s'est acharné sur les caissières et les caissiers qui allaient être remplacés, comme si c'était le seul métier qui allait être touché. Et on parlait beaucoup des cols bleus. En gros, des métiers dont on pensait qu'ils étaient très répétitifs et que finalement des machines ou des intelligences artificielles pourraient facilement les remplacer. Mais en réalité, nous sommes toutes et tous concernés. Quand on voit que des journalistes, des artistes, des chirurgiens, des consultants, des avocats sont aujourd'hui effectivement un petit peu menacés dans leur pratique à cause de l'intelligence artificielle, la question est de savoir quelles compétences il va falloir développer pour s'adapter à cette nouvelle réalité et changer nos pratiques, sachant que, selon le Gartner, 70% des gens déclarent qu'ils n'ont pas les compétences requises pour occuper leur emploi aujourd'hui et qu'effectivement, 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui, selon l'Institut pour le futur. Ce qui veut dire qu'on en est encore à essayer d'acquérir des compétences pour être performants sur nos emplois, mais que dans le même temps, il faut se préparer à une réalité qui nous est encore inconnue. Donc évidemment, le léger stress que ça procure, c'est de se dire, mais en gros, je vais me préparer comment? Et ça ne vous aura pas échappé pour ceux qui sont parents, que l'éducation nationale, sans l'attaquer, ne s'est pas tellement réinventée qu'on continue de préparer des gens à des métiers qui en fait ne vont plus exister. Et on en est là. Alors évidemment, l'enjeu, c'est de provoquer, donc c'est le but de mon compte formation, de cette application et de tout ce qui se fait aujourd'hui en Europe et un peu partout dans le monde. Il faut quelque part que chaque personne au travail, que chaque citoyen se prenne en main tout seul. Parce que dans la salle, je ne vois pas de bambins, donc c'est trop tard pour nous l'école, on ne va pas y retourner. Donc a priori, on ne va pas nous préparer à ce futur. Et la plupart de nous, au sein de l'entreprise, on va nous pousser les traditionnelles formations qui ne nous préparent pas non plus à cette réalité future. Pourtant, c'est ça qui est en jeu. Et cet enjeu, on va devoir y répondre en tant qu'individu, en tant que citoyen. Et les technologies autour du learning qui sont proposées en entreprise doivent justement nous permettre de suivre un chemin qui sera à la fois personnalisé,
Comme vous le vivez dans votre vie, moi je suis inscrit au kiosque qui s'est réinventé avec caféine. Le matin, j'ai tous les journaux qui m'intéressent, moi, à disposition sur ma tablette. Quand je prends cette habitude le matin au petit déjeuner, je n'attends pas d'arriver dans une entreprise où on me montre un catalogue de formations qui ressemble plutôt au Minitel, avec un ensemble de formations dans lequel je ne me retrouve pas. Je veux qu'on parle de moi, je veux qu'on s'adapte à ma réalité. Question, comment s'adapter à ma réalité si on ne me connaît pas? Donc il va y avoir un enjeu aussi de connaître bien mieux qu'on ne le fait aujourd'hui les personnes au travail pour pouvoir personnaliser des offres de formation. Et on voit aussi que ces offres de formation, elles doivent s'immiscer dans notre travail, ce qu'on appelle la HR in the flow of work. C'est cette grande tendance aujourd'hui qui consiste à ne pas demander aux gens d'aller sur des outils tiers, mais que ces gens, quelque part, s'insèrent dans leur quotidien. Donc vous connaissez par cœur avec tous les mécanismes de notification qui vous permettent de ne pas rater un appartement, qui vous permettent de ne pas rater, pour celles et ceux qui sont sur des sites de rencontres, l'élu potentiel qui a eu un crush ou je ne sais quoi avec vous. Bah, c'est la même chose en formation. S'il y a un contenu qui va vous correspondre, vous voulez qu'il s'immisce dans votre réalité au travail pour que, sans avoir à faire d'efforts, vous puissiez y accéder et vous améliorer sur votre situation que vous préparez. Maintenant, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme je vous le disais, personnaliser une offre, ça veut dire que l'on connaît les personnes. Ça veut dire que vous savez aussi ce que vous voulez faire. Or, je peux faire un petit test comme ça de bon matin à 10 h. Qui, dans la salle, a le sentiment qu'on l'aide à se questionner sur elle, sur lui, pour savoir justement qu'est-ce qu'elle pourrait faire demain? Levez la main ceux qui se sentent un questionnement sur soi régulier. Une petite moitié. Ça veut dire que l'autre moitié, pour personnaliser une offre à des gens qui peinent finalement à savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est pas possible. Et j'ai beau être le patron de la vision produit d'un éditeur logiciel, il n'y aura pas de miracle. C'est un vrai travail individuel qui doit être mené. Et la question, c'est comment la technologie va nous inciter à un questionnement sur nous-mêmes pour savoir quel est notre potentiel, pour savoir quelles sont nos aspirations et comment on va pouvoir se projeter dans cette réalité encore inconnue. Et ça, finalement, ça va au-delà des dispositifs de formation, c'est des dispositifs de questionnement qui vont nous préparer au parcours de développement qu'on va devoir suivre. C'est la question de la singularité. J'aime beaucoup cette image de Mai Wen qui prend cette photo. Mai Wen est reconnue comme une artiste qui a une vision unique sur le monde. Quelle vision vous allez porter sur le monde en vous disant « Demain, dans cette réalité, voilà comment je veux contribuer ». Ça fait vraiment partie de ce salon et des questions autour du développement. C'est les fameuses questions du développement personnel qui, aujourd'hui, sont au cœur de l'adaptation que l'on va devoir démontrer dans notre situation professionnelle. Ensuite, évidemment, la révolution industrielle dont je parlais, elle n'a pas qu'un effet sur les jobs qui se transforment et les compétences à acquérir. Elle a cet effet qu'on connaît, que des gens aujourd'hui au travail n'ont plus les mêmes aspirations que nous-mêmes il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, effectivement, on doit embrasser une diversité de profils, d'attentes, d'exigences, parce que le digital a créé peut-être davantage de possibles, mais avec ces possibles, davantage d'attentes aussi de la part des gens. Davantage de possibilités aujourd'hui, vous avez un individu qui peut travailler sous des statuts différents, pour des employeurs différents, avec donc des collègues très différents d'une entreprise à l'autre. J'ai ça dans mon entreprise qui ne fait que 700 personnes, mais dans une équipe projet, j'ai effectivement des gens qui viennent de parcours extrêmement variés, avec des freelances, des gens en CDI, des gens qui sont là depuis 10 ans, des gens qui sont là depuis 2 jours. Et les managers doivent faire travailler ensemble des gens qui ne sont plus régis par le même statut, qui n'ont plus les mêmes parcours et le même cursus, qui n'ont même pas les mêmes rythmes de travail et évidemment qui n'ont pas les mêmes attentes ni dans leur travail ni dans leur vie personnelle. Oui, c'est clair que le management s'est complexifié. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui les managers sont très mal préparés à cette réalité. Parce que dans vos entreprises, les managers sont ces gens qui sont très performants. Et comme en France, en plus, on adore promouvoir les gens en leur disant le seul mécanisme de promotion qu'on connaît, c'est de te nommer manager. Vous pouvez faire que des développeurs informatiques qui étaient très heureux dans leur job deviennent de très mauvais managers et du coup très malheureux. Parce que ce ne seront pas des bons managers. Et en plus,
Ils ne pratiquent plus le métier qu'ils aiment. Donc là, on a un problème. Parce que ces gens-là, on ne les a pas du tout aidés à embrasser cette diversité justement de profils, d'attentes, de niveaux d'exigence et à les faire travailler ensemble. Et ça, c'est une réalité d'aujourd'hui, même pas de demain. Alors pour ce qui est qu'un manager, le fameux manager coach, le manager développeur, ça m'étonnerait que ce ne soit pas cité 10 fois aujourd'hui. Pour que ce manager devienne un développeur et un coach, qui l'aide? Qui l'aide à se transformer pour aider les autres à se transformer? À date, pas grand monde. Et vous le savez aussi bien que moi, les formations en management telles qu'elles sont aujourd'hui dans la plupart des cas sont beaucoup trop normalisées, beaucoup trop linéaires pour épouser cette nouvelle situation. Et donc évidemment, c'est les fameuses soft skills. Ce terme dont on est abreuvé aujourd'hui, on est abreuvé de ce terme parce que c'est ce problème qu'il y a à craquer. Comment un individu nommé manager va pouvoir s'adapter et personnaliser la relation qu'il a avec chacun pour prendre en compte ses individualités tout en créant un collectif. Équation pas si simple à résoudre et pourtant c'est bien l'équation qui est posée aujourd'hui. Oui, pour faire des équipes performantes, mais aussi des équipes qui se sentent bien dans leur peau parce qu'on n'est pas devenu vraiment beaucoup plus altruiste en entreprise aujourd'hui. C'est juste qu'on a conscience que si les gens ne sont pas motivés, bien dans leur peau, engagés, il n'y aura pas de performance, il n'y aura pas d'innovation, donc il n'y aura pas de résolution aux problèmes qui vont se poser demain. Et donc là-dessus, il va falloir créer du contenu de formation qui soit bien différent du contenu d'aujourd'hui. Et il y a une notion de curation, effectivement, d'agrégation de contenu et de création de nouveaux types de contenus pour développer notamment les soft skills dont François Tadei dans son ouvrage parle, la capacité à apprendre, la capacité à collaborer, la capacité à créer. La confiance en soi qu'il va falloir aussi pour quelque part poursuivre ce difficile parcours. Donc on a besoin de nouveaux contenus et de faire un petit peu, effectivement, ce que vous voyez sur toutes ces offres de VOD, agréger du contenu et le mettre facilement à disposition d'une entreprise, ça peut demander des efforts colossaux. Aujourd'hui, il y a cette attente, il y a ce besoin d'agrégation que nous, on appelle le talent of content. Et à droite, il faut administrer tout ça parce que ça ne va pas se faire tout seul non plus. Donc, vous avez les deux bouts du spectre, des gens au travail qui veulent qu'on vienne avec du contenu personnalisé, nouveau, s'immiscer dans leur flux de travail, et il faut que des responsables de formation arrivent à administrer ça, parfois pour organiser des quelques 3 ou 9 millions d'heures de formation, comme parmi nos clients chez Pôle emploi ou EDF par exemple. Et donc évidemment, rassembler des individualités et créer des grandes équipes, c'est ça qui est en jeu. Et finalement, c'est intéressant, parce que même moi, avec mes 12 ans dans cet écosystème-là et 20 ans dans la RH, très sincèrement, le 1 plus 1 égale 3, ça fait 20 ans qu'on m'abreuve avec ça. Et si on regarde les outils qui sont à disposition aujourd'hui, finalement, ce n'est pas tellement des choses sur lesquelles on se concentre. Ici, on veut développer des individus. Dans d'autres salons, on veut les recruter, on veut les évaluer, on veut les rémunérer. Mais même développer des individus, vous le savez très bien, développer quelqu'un, c'est bien, mais on a toutes et tous vu des talents s'éteindre dans un environnement, dans une équipe, et se révéler dans l'équipe d'à côté. Pourtant, ce sont les mêmes personnes. Ils ne sont pas mieux, pas moins bien. Ce qui montre que le talent, ce n'est pas une valeur intrinsèque. Le talent, c'est un individu plongé dans un environnement. Or, aujourd'hui, même ici, dans ce type de salon, on ne se concentre pas assez sur l'environnement, l'équipe qui va accueillir un talent et comment on va créer les liens entre les gens. Et vous le savez aussi bien que moi. Et on l'a vu au moment des grèves. Qu'est-ce qui nous a manqué le plus au-delà du fait de ramer pour aller au travail et déjà d'arriver épuisé? C'est le lien social. Le digital, c'est formidable. Le télétravail, c'est formidable. Mais on vient aussi au boulot pour créer du lien. Or, les outils de learning doivent se concentrer sur ce lien et aider à développer l'humain dans sa capacité à interagir mieux avec les autres. Et c'est aussi le rôle des managers. Et c'est aussi le rôle des responsables de formation de penser de cette façon. Et donc, évidemment, ce lien, il va permettre une chose, c'est la transmission. Je reviens sur juste mon exemple précédent. Pour ceux, vous avez vu le film 8 femmes de François Ozon? Quelqu'un l'a vu dans la salle? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce film? François Ozon, il a fait un casting de luxe avec des femmes de toute génération. Danielle Darieux, Catherine Deneuve, Méludivine Sagné. Et ce qui est intéressant,
au-delà du fait d'avoir créé une grande équipe et d'avoir su créer une alchimie, ce que le théâtre sait très bien faire, vous le savez aussi bien que moi, vous me prenez un casting de luxe avec des gens qui ne peuvent pas se saquer, sans scénario, ça fait un très mauvais film. Mais tout d'un coup, si vous suscitez l'envie, et c'est ça le rôle d'un manager aussi, c'est de susciter l'envie au sein d'une équipe, alors vous obtiendrez peut-être cette alchimie qui se verra à l'écran. Mais la deuxième chose qui est intéressante dans ce film, c'est qu'il y avait la notion de transmission. Et pour bien aimer le cinéma et avoir suivi la sortie, Catherine Deneuve expliquait ce qu'elle aimait transmettre, par exemple, à Ludivine Sagné. Mais Ludivine Sagné, avec sa nouvelle approche du jeu, apprenait des choses à Daniel Darieux aussi, ce qu'on appelle le reverse mentoring. La formation dans l'action, le learning by doing, c'est effectivement dans ce type de situation qu'on va transmettre, qu'on va développer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Ça ne se fera pas non plus que derrière un écran. Et donc, ce qui est intéressant avec les technologies du digital, c'est qu'elles vont favoriser aussi cet apprentissage dans l'action. Et en l'occurrence, on peut avoir des outils aujourd'hui collaboratifs, des outils qui travaillent sur une communauté, qui rassemblent une communauté pour qu'il y ait des échanges. Mais je ne parle pas de réseau social, vous le savez aussi bien que moi. Un réseau social en entreprise sans vision et sans but, ça devient souvent l'organisation des bières du vendredi soir ou des tournois de poker, mais ça ne sert pas au boulot. Pour que ça serve au travail, il faut l'orienter dans cette notion de transmission. Et aujourd'hui, c'est bien ce qui est en jeu dans les entreprises. C'est de transmettre. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin de l'aide de chacun pour faire face, comme je le disais, à cette situation provoquée par la 4e révolution industrielle. Et on a besoin effectivement que ces créations soient collaboratives. Et Ludivine Sagné, elle avait des choses à apprendre à Daniel Darieux et inversement. Il faut qu'elle puisse prendre son mobile et simplement qu'on l'assiste dans la transmission de son expertise, de ses compétences, de son savoir. Et c'est possible avec les outils du digital. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous faire sentir ? C'est que finalement, le digital et la donnée en particulier peuvent nous aider. Plus on a de données sur les individus, sur leurs attentes, leurs aspirations, plus ces données nous permettent de détecter des potentiels, plus on pourra les accompagner vers ce qui leur correspond vraiment. Et en l'occurrence, on ne peut s'appuyer que sur les individus aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas, encore une fois, les compétences et les emplois qui seront existants demain. Par contre, ce que les gens ont envie de faire de leur vie et savoir comment on va pouvoir aligner ça par rapport aux opportunités du marché de l'emploi, ça c'est possible. Mais on a besoin de données. Et ces données doivent nourrir les parcours de développement. Mais non, c'est pas Netflix. Netflix, on n'arrête pas de m'en parler. Vous avez vu, il y a des belles animations futuristes aussi. À chaque fois que je rencontre moi des gens en entreprise, on me dit « Est-ce qu'on peut avoir le Netflix de la formation ?» Mais moi, j'en veux pas du Netflix de la formation. Vous regardez un film de Woody Allen ou de Tarantino, vous allez avoir du Woody Allen ou du Tarantino jusqu'à la fin de vos jours. Et vous aurez les gens qui ont joué avec Woody Allen et vous aurez les réalisateurs qui ont les mêmes lunettes que Woody Allen. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est pas de regarder dans le rétroviseur ce que vous avez fait. C'est d'essayer de tirer suffisamment profit de tout ce que vous avez fait et pas uniquement dans un champ très restreint. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pas ce qu'il faut que regarder ce que j'ai fait sur Netflix que Netflix devrait faire. C'est ce que je fais en général, ce sur quoi je clique, ce à quoi je m'intéresse, peut-être qui je fréquente. J'ai besoin de beaucoup plus d'informations pour que justement je puisse suggérer des choses qui sortent un peu du cadre du passé et qui me préparent vers le futur. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on fasse confiance dans ce que font les éditeurs avec nos données. Et honnêtement, dans ce qu'on voit, ce n'est pas une attaque en règle, mais quand on voit ce que les GAFA font et les révélations récentes, comme quoi les Siri, Alexa et autres nous écoutent, et c'est même des individus qui nous écoutent, ça fait penser à La vie des autres. Vous savez, ce film allemand de 2006. C'est un peu terrifiant. Donc on a beaucoup de problèmes à craquer pour qu'on soit OK pour fournir de la donnée et que ces données, en retour, nous permettent d'avoir des dispositifs d'apprentissage et de développement qui vont nous préparer au futur du travail. Et en fait, on a besoin de prendre des risques. Prendre des risques dans la confiance qu'on va apporter aux données, mais ça aussi, mes clients me le disent en permanence. Une fois que vous aurez dit à quelqu'un qui, par exemple, est chef de projet dans le marketing, tu sais que tu ferais une fabuleuse développeuse informatique, la plupart d'entre nous, on va regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire. D'abord, on va se dire ça marche pas. Quand bien même, on se dirait tiens, c'est pas bête.
Comment je vais faire? Est-ce que l'entreprise va m'accompagner? Est-ce que je suis en mesure, en capacité à le faire? Et est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là au détriment d'être moins performant et peut-être même de me faire virer si ça ne marche pas? Ça, c'est les réels. La donnée, c'est bien, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais nos peurs, nos appréhensions humaines, nos limites humaines, notre confiance en nous, c'est ça qui va faire qu'à la fin, les technologies vont vraiment servir l'humain ou non. Et on n'est pas prêt à prendre des risques parce qu'on ne nous apprend pas à prendre des risques. Pour prendre des risques, il nous faut un environnement bienveillant. Donc il faut d'abord transformer les organisations et ensuite seulement on pourra permettre aux gens de prendre des risques. Il faut aussi qu'on ait une vision, comme je vous le disais, qu'on sache à peu près ce qu'on a envie de faire, où on est à peu près envie d'aller. Sinon, vous ne serez pas prêt à prendre ces risques. Ce sera trop dans l'inconnu. Il faut que ces risques soient alignés avec ce que l'entreprise veut faire. Donc tous vos catalogues de formation, vos parcours d'apprentissage, vos plans de développement, il faut qu'ils soient tendus vers une vision d'entreprise et que ce soit aligné avec ce que les gens ont envie de faire. Cet alignement-là, il est clé pour que ces milliards d'euros dépensés en formation portent vraiment leurs fruits. Mais aujourd'hui, effectivement, des outils peuvent aider à aligner. Et enfin, effectivement, il faut de la donnée, comme je le disais, mais il va falloir, et ça c'est un enjeu beaucoup plus politique, quelque part sociétal, que chacun contribue à donner des cadres, que ce soit les entreprises, les citoyens, pour que ces données, on sache qu'est-ce qui en est fait et que l'intelligence artificielle soit capable d'expliquer quel traitement est fait avec quelles données. Et qu'on en ait le contrôle, que la donnée revienne un peu aux individus. Et tout ça, ça doit être fait non pas pour créer une société individualiste, parce que c'est un peu le piège de ce dont je viens de parler, la personnalisation à outrance. C'est pas pour faire une société d'égoïstes, c'est pas pour faire une société d'individus qui ne pensent qu'à eux finalement. Les individualités doivent être au profit du collectif. Vous ne pourrez pas contribuer à une équipe, vous ne pourrez pas contribuer à une entreprise et vous ne pourrez pas contribuer à la société si vous ne savez pas ce que vous avez à apporter. Donc c'est bien ce chemin d'individualisation de la relation au travail, de l'apprentissage, du développement qui doit être encouragé par les entreprises, les CEO, les responsables de formation et les RH en général. Et le retour, ça doit être au profit du but d'une équipe, du but d'une entreprise, du but d'une société, pourquoi pas. Et à ce titre-là, tout ce que vous verrez ici prendra vraiment du sens et sera vraiment à la fois au profit de l'individu et des collectifs. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui s'appelle effectivement Unique et on en offre une centaine sur le stand de Talentsoft et on peut poursuivre les échanges autour de ce thème-là si ça vous intéresse pour ne pas prendre plus de retard qu'on en a pris au démarrage. Merci à toutes et à tous.